un archéologue portugais, vient de mettre au jour plusieurs épaves chargées d'or, parmi lesquelles figure un galion espagnol transportant 22 tonnes d'or et d'argent. À lui seul, cet imposant trésor est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards de dollars. L'archéologue Alexandre Monteiro a fait cette découverte presque par hasard. Alors qu'il consultait des archives, il est tombé sur des informations évoquant un navire disparu en 1615. Intrigué, il a décidé de partir à sa recherche. Après de longues années de travail, Alexandre n'a pas seulement retrouvé ce navire précis. Il a en réalité recensé 8620 épaves rien que dans les eaux portugaises. Parmi elles, 250 transportèrent de l'or. Une découverte qui ferait pâlir d'envie Jack Sparrow en personne. Si la plupart de ces navires ont sombré pour des raisons triviales, comme des tempêtes, certains ont péri lors de batailles, parfois spectaculaires. Ils acheminaient vers l'Europe des cargaisons d'or et d'autres richesses en provenance du Nouveau Monde, attisant toutes les convoitises. Depuis 3 décennies, Alexandre Monteiro étudie les épaves historiques et a ainsi identifié plusieurs naufrages survenus dans des circonstances remarquables. En 1816, par exemple, un navire appartenant à l'un des hommes les plus riches du Portugal a sombré au large de l'Australie avec pas moins de 6 000 pièces d'argent. Il s'agit du premier navire portugais à avoir fait naufrage dans ces eaux lointaines. Malheureusement, ces vestiges engloutis, riches en trésors et en récits fascinants, sont loin d'être facilement accessibles. Ils reposent à des profondeurs abyssales et sont ensevelis sous le sable. Tenter de se les accaparer relèverait du pillage patrimonial, et nul ne voudrait porter une telle responsabilité, n'est-ce pas? Il va de soi que le Portugal n'était pas le seul pays à sillonner les mers à cette époque. Les côtes européennes regorgent d'épaves renfermant des cargaisons d'or. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de navires historiques reposent actuellement sous les eaux. Et la valeur de ces trésors perdus pourrait avoisiner les 60 milliards de dollars. Cette somme est vertigineuse, mais détrompez-vous, ces épaves regorgeant d'or ne justifient pas les risques encourus. L'histoire maritime regorge d'exemples où la découverte d'un trésor s'est soldée par des procès interminables, voire de lourdes peines de prison. L'un de ces récits remonte à 1746, lorsqu'une violente tempête fit sombrer le prince de Conti au large d'une île bretonne. Ce navire transportait du thé, des céramiques et 100 lingots d'or. Les propriétaires tentèrent évidemment de récupérer leurs précieuses cargaisons, mais si l'opération s'annonce complexe aujourd'hui, imaginez les difficultés au XVIIIe siècle. Il fallut plus de 2 siècles pour localiser l'épave. Ce n'est qu'en 1975 qu'un groupe de Français la mit au jour, s'emparant aussitôt de tout ce qui avait la moindre valeur. Or, il y a une bonne raison pour laquelle le jeu n'en vaut pas la chandelle. En France, toute découverte à potentiel historique doit être signalée aux autorités dans un délai de 48 heures. Ne pas respecter cette obligation revient purement et simplement à commettre un crime. Certes, les découvreurs déclarèrent bien leurs trouvailles, mais seuls les canons rouillés du navire. Quant aux lingots d'or, ils les écoulèrent sur le marché et évidemment chaque barre valant entre 1 000, 2 5 000 et 2 3 000 euros. Il fallut près d'un demi-siècle aux autorités françaises pour remettre la main sur une partie de l'or dérobé sans parvenir à le récupérer dans son intégralité. Une fraction du trésor fut acquise par un couple âgé vivant en Floride, ce qui leur valut des poursuites pour blanchiment d'argent, crime organisé et trafic de biens culturels. D'autres lingots se retrouvèrent, quant à eux, dans la collection du British Museum. Revenons à présent aux années 1850, époque où le vapeur SS Central America effectuait la liaison entre le Panama et la Californie. Ce fut l'apogée de la ruée vers l'or, une période où 3000 personnes affluèrent en Californie dans l'espoir d'y faire fortune. Le trajet étant loin d'être une sinécure, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de transporter leur or à bord de grands navires. C'est ainsi que le SS Central America entra en scène. En 1857, il embarquait 578 passagers, ainsi qu'une cargaison d'environ 10 tonnes d'or. Très peu survécurent au naufrage, et entre 100 et 150 millions de dollars en or sombrèrent avec lui. C'est précisément cette fortune engloutie qui poussa, en 1988, un groupe d'investisseurs de Columbus à financer des recherches pour localiser l'épave. L'opération fut dirigée par un certain Tommy Thompson,
un homme obsédé par l'idée de retrouver ce trésor perdu. Il lui fallut des années pour déterminer l'emplacement exact du SS Central America, d'autant plus que le navire gisait à 2300 mètres de profondeur dans l'Atlantique, rendant toute récupération extrêmement complexe et nécessitant des technologies de pointe. Ce projet fut financé par 117 investisseurs, qui, bien entendu, ne le faisaient pas par pure philanthropie. Ils avaient injecté 12,5 millions de dollars dans cette entreprise, avec l'espoir d'en tirer au moins 10 fois plus. Mais comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, dès que l'or fut remonté à la surface, l'équipe de recherche fut attaquée en justice par 39 compagnies d'assurance. À l'époque où le SS Central America naviguait encore, ces compagnies avaient couvert la cargaison, et malgré le siècle écoulé, elles exigèrent d'être indemnisées lorsque le trésor fut récupéré. Elles avancèrent qu'il ne leur appartenait pas de récupérer la cargaison, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient fait une croix dessus. Cet argument ne pesa guère, et 92% de l'or fut finalement attribué à l'équipe de recherche. Mais l'histoire prit une tournure plus rocambolesque lorsque Tommy Thompson escroqua ses investisseurs avant de disparaître avec 4,16 millions de dollars et 500 pièces d'or, dont il refusa obstinément de révéler la cachette. Cette affaire illustre parfaitement pourquoi la plupart des pays ont instauré des lois visant à protéger les biens culturels. Car oui, les épaves peuvent être considérées comme telles. Cela dit, toutes les découvertes maritimes ne relèvent pas de l'infraction. Prenons l'exemple du SS City of Cairo, un paquebot à vapeur qui sombra en 1929 avec à son bord 2000 caisses de pièces en argent pour un total de 122 tonnes de métal précieux. Une société du nom de Deep Ocean Search est parvenue à récupérer ces pièces à une profondeur de 5200 mètres, soit 1400 mètres de plus que l'épave du Titanic. 34 millions de livres sterling ont été reversés au Trésor britannique, tandis que Deep Ocean Search a également obtenu sa part du butin. La bonne nouvelle, c'est que certaines de ces pièces sont légalement accessibles aux collectionneurs. Acquérir un tel trésor est sans doute la manière la plus simple d'approcher une découverte archéologique sous-marine. Je sais, je viens de réduire vos rêves de piraterie à néant. Mais même si piller des épaves remplies d'or constitue un crime dans la plupart des pays, ou simplement une entreprise hors de portée financière pour le commun des mortels, il reste encore un espoir. On estime qu'environ 707 000 milliards de dollars en or reposent au fond des mers, sans propriétaire attitré. C'est une véritable mine d'or sous-marine. Sauf que l'or se trouve dissous dans l'eau. Vous savez à quel point l'eau de mer est salée ? Eh bien, c'est parce qu'elle est chargée de minéraux, dont l'or. Hélas, cela signifie que vous tomberez jamais sur une pépite en vous promenant sur la plage. Chaque litre d'eau de mer contient environ 13 milliardièmes de grammes d'or, une quantité infinitésimale, rendant son extraction complexe. Mais cela n'a pas empêché certains d'essayer, et bien sûr, une arnaque a vu le jour. Dans les années 1890, un homme prétendit avoir mis au point un dispositif capable d'extraire l'or de l'eau de mer. Une fois les fonds levés, il s'éclipsa discrètement avec la caisse. Si vous êtes vraiment déterminé à trouver de l'or, pourquoi ne pas aller chercher directement dans le noyau terrestre, qui contiendrait environ 1,6 milliard de tonnes d'or, soit 16 fois plus que tout ce que l'humanité a extrait depuis ses débuts? Aucun risque de supercherie ici, puisque personne n'a encore eu l'audace de tenter l'expédition. Avec toutes ces épaves remplies d'or que les archéologues exhument aux quatre coins du globe, qui sait? Peut-être pourrons-nous un jour faire nos propres découvertes? Ou économiser suffisamment pour nous offrir quelques piécettes en argent? Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne.
Une seconde plus tard, et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre.
On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux.
ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celles où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique au fossile de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres.
Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science? Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes.
C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années.
Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il crée des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Tout semble drôle quand tu es une hyène géante, Pachycrocuta. Si tu veux te représenter à quoi ressemblaient les animaux des temps anciens, imagine-les bien plus gros, avec des dents plus longues et plus pointues. Et c'est déjà pas mal. C'est qu'il fallait être une bête puissante pour survivre à une époque où tout ton entourage était de taille 5XL. Cette hyène mesurait jusqu'à 1 mètre de haut pour un poids de 180 kg. C'est à peu près la taille d'un lion moderne et environ 3 fois plus que celle de la hyène d'aujourd'hui. Cet animal préhistorique avait aussi des pattes plus courtes, ce qui explique aussi l'extinction de nombreux spécimens de cette époque. Au fil du temps, elles ont manqué de nourriture, mais ne pouvaient pas courir assez vite ou assez longtemps pour attraper leur proie. De plus, elles ne pouvaient pas non plus s'échapper assez vite si elles étaient elles-mêmes chassées. Les hyènes anciennes, ainsi que les modernes, ont des habitudes assez similaires. Leur régime alimentaire, de la viande et encore de la viande. Mais elles préfèrent toutes deux voler de la nourriture à d'autres prédateurs, généralement plus petits, plutôt que d'aller chasser par elles-mêmes. Et bien sûr, elles sont toutes deux toujours en train de rire à gorge déployée. On s'imagine toujours que les requins sont des animaux marins dont on devrait avoir peur, n'est-ce pas? Mais pas les baleines, qui semblent plutôt inoffensives, qui mangent tranquillement leur plancton, qui projettent de l'eau par le trou qu'elles ont sur le dos, et tout ça. Bien sûr, elles peuvent être un peu maladroites de temps en temps et renverser un bateau. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas très portées sur la chasse aux humains. Eh bien, si nous vivions à l'époque de cette baleine de 15 mètres et 50 tonnes, Léviathan, disons simplement qu'aller à la plage ne serait pas vraiment la même expérience. La bête pesait l'équivalent de 6 éléphants et était plus longue qu'un camion. Elle avait des dents plus longues que ta paume et un instinct de chasse assez prononcé. Elle s'en prenait donc à tous les animaux marins, y compris les autres baleines. Son seul rival était le mégalodon, le requin le plus grand et le plus effrayant qui ait jamais vécu sur notre planète. Bien sûr, cette liste est pleine d'animaux géants et dangereux aux dents extra tranchantes, et on est plutôt rassuré qu'ils aient disparu. Mais il y a aussi un proche parent d'un être humain ici. Bonjour, cher cousin éloigné, Paranthropus. Notre cousin P avait un gros cerveau, en tout cas pour l'époque, et de bons réflexes. C'est pourquoi il pouvait se défendre contre des créatures plus grosses et moins malines qui le poursuivaient.
Il mangeait principalement des plantes, des racines, des noix, des fruits mous, de jeunes feuilles, probablement des insectes et des graines. Il mesurait environ 1,50 m et pesait 70 kg. Il n'était pas si grand que ça par rapport à d'autres mammifères préhistoriques, mais tout de même assez gros pour survivre à ces temps difficiles. Bien joué, épée. Le suivant est un mammifère préhistorique, Gorgonopsia, ou plutôt un croisement entre un mammifère et un reptile, avec bien sûr de très grandes dents en forme de sabre de 13 cm, un crâne de 45 cm de long et la taille d'un ours moderne. À ses débuts, il était relativement petit, pas plus gros qu'un chien. Mais au bout d'un moment, l'évolution a fait son œuvre et l'a transformé en l'un des plus grands carnivores de son époque il y a plus de 250 millions d'années. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il avait une peau claire, de la fourrure ou des écailles, mais ils savent que cette bête avait des pattes plutôt longues par rapport au reste de son corps, ce qui signifie qu'elle pouvait courir beaucoup plus vite qu'un grand nombre d'autres animaux de l'époque. Andrewsarchus, ou Andy pour les intimes, ressemble en tout point aux prédateurs d'aujourd'hui comme les tigres, les loups ou les hyènes. Mais dans une version un peu plus intimidante, bien sûr avec des dents extrêmement pointues. Qui aurait cru que le plus gros mammifère carnivore qui ait jamais vécu faisait en fait partie de la famille dont sont issus les cochons, les chameaux et les antilopes. Il avait la taille d'un bison moderne avec un poids d'au moins une demi-tonne. Andy n'était pas très difficile quant à son alimentation, alors il s'en prenait à la plupart de ses contemporains il y a environ 40 millions d'années. Il semble que dans les temps anciens, les tigres et autres prédateurs avaient peur des cochons, et non l'inverse comme aujourd'hui. Attention, voici le cochon Terminator, Entélodon. Les recherches ont en fait montré qu'il était davantage comme les hippopotames, les baleines et son cousin Andy. Mais ce surnom est génial, alors gardons-le. Les premiers cochons Terminator n'étaient pas plus gros que les porcs d'aujourd'hui, mais ils ont grandi pour atteindre la taille d'une vache au fil du temps. Ils avaient aussi un groin court, mais quelques millions d'années plus tard, l'évolution a décidé que ce n'était pas assez effrayant et a allongé leur mâchoire inférieure et supérieure. Ils ont aussi hérité d'une série de canines encore plus tranchantes. Ouf! Enfin un mammifère ancien que tu n'as pas à craindre. Du moins, si tu ne te trouves pas sur son chemin, car si ce géant te marchait dessus par accident, splash! Mais au moins, son menu était composé de plantes, donc tu serais en sécurité à ses côtés. Laisse-nous te présenter ce gentil géant, la bête du tonnerre, Brontotherium. Il avait une corne nasale assez robuste, pesait 3 tonnes et mesurait 5 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un rhinocéros moderne. Sa taille, malheureusement, ne l'a pas beaucoup aidé. Andy était toujours en train de le chasser, lui et ses compagnons. Une telle liste ne peut certainement pas omettre le fameux chat à dents de sabre. Environ 1,20 m de long, 45 kg, agile, tout à fait capable de chasser en meute coordonnée. Mais tu connais les chats, ils aiment se vanter des prises qu'ils font seuls. Voici donc Mégane, Mégantéréon, que tu pouvais trouver avec ses compagnons dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. On pense souvent que tous les grands chats aiment courir après leur proie, mais Mégane n'était pas du tout bâtie pour la vitesse et ne sprintait pas après ses proies comme certains autres félins. Non, elle préférait attendre que sa proie se rapproche. Elle choisissait un bon endroit, grimpait dans un grand arbre, se cachait et se reposait. Au bout d'un moment, d'innocents herbivores s'approchaient pour boire et, bim, surprise, Mégane était déjà à terre. Son style de chasse ressemblait à ce que l'on peut observer chez les léopards modernes. Les dents étaient son arme principale. Il fallait faire attention à ses grosses canines supérieures. Maintenant, enfin un nom relativement facile à prononcer, l'Arctodus. Cette bête pouvait courir jusqu'à 65 km/h. Après avoir coincé sa proie, l'ours géant se dressait de toute sa hauteur, 4 mètres, pour que le pauvre animal sache que son sort était scellé. Les ours des cavernes préfèrent généralement les végétaux, mais pour cet ours géant, la viande avait bien meilleur goût. Il aimait chasser et ramasser ce que les autres prédateurs laissaient derrière eux. Voici maintenant Léo, le lion préhistorique, Thylacoleo. 1,50 m de long, 90 kg, des mâchoires incroyablement puissantes, des dents pointues, de longues griffes rétractables, un corps musclé, une belle peluche. Il avait aussi une queue étonnamment puissante. Léo vient en réalité du continent australien où vivaient les kangourous ancestraux, qui avaient aussi une queue assez forte pour s'équilibrer. En parlant de kangourous, voici une petite surprise. Les racines de Léo. On pourrait croire que les kangourous, les koalas et les wombats géants ont toujours existé pour mener une vie paisible jusqu'à ce qu'ils deviennent le petit déjeuner de quelqu'un d'autre.
Mais leur famille a donc abrité un animal qui ressemblait à un tigre à dents de sabre, avec de plus grandes dents. Bien joué Léo, tu as brisé les stéréotypes. Léo était quasiment au sommet de la chaîne alimentaire à son époque, même s'il avait un rival assez fort, un varan géant, Megalania, ou même un crocodile géant, Quinquana. Mais ce n'est pas une vidéo sur les reptiles, alors attendez votre tour. À l'ère préhistorique, les dinosaures régnaient sur toutes les régions, semant le chaos, tandis que les autres animaux tremblaient de peur et se cachaient. Pas si vite, messieurs les dinos. Voici Monsieur R, Répénomamus, un mammifère mystérieux qui a décidé de tenir tête aux autorités. Il est apparu il y a 130 millions d'années, ressemblait à un blaireau et mesurait 1 mètre de long. Ce ne semble pas beaucoup comparé à un T-Rex et à d'autres animaux plus massifs, mais il était bien plus grand que certains de ces dinosaures à plumes de la même époque. Et ce n'est pas tout, il les mangeait. Nous ne savons pas comment exactement, mais... disons simplement que Monsieur R avait ses propres méthodes. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovation à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage.
Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis,
Un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Parlons des calendriers, un outil très important dans la civilisation humaine. Et si nous n'avions pas de calendrier, ce serait le chaos, n'est-ce pas? Nous ne saurions pas quand fêter les anniversaires, ni planifier les vacances, ni même nous présenter à des événements importants. Les calendriers mettent de l'ordre dans nos vies bien remplies et nous aident à donner un sens au temps. Mais le plus intéressant, c'est que les humains les utilisent depuis des milliers d'années. Les civilisations anciennes ont créé leur propre calendrier en fonction de leurs besoins et de leurs croyances culturelles. Certains calendriers anciens suivaient les cycles de la Lune, tandis que d'autres se concentraient sur les mouvements du Soleil. Certains combinaient même les deux, une véritable fusion céleste. Aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien moderne comme système principal. Mais savais-tu qu'à côté de ce fidèle gardien du temps, il y a tout un tas d'autres calendriers anciens qui circulent encore? Ils sont comme de vieux amis dont nous ne pouvons pas nous séparer. Ils nous aident à célébrer des fêtes culturelles, à planifier des célébrations religieuses et à nous rapprocher de nos racines. Visitons donc les plus célèbres d'entre eux. Tu es prêt? Premier arrêt, le calendrier Maya. Ces anciens mésoaméricains étaient très soucieux du temps. Leur calendrier était une combinaison de cycles lunaires et solaires, comme un mélange cosmique. Il comportait différents cycles à l'intérieur des cycles, ce qui le rendait incroyablement complexe. C'est comme résoudre un puzzle spatial. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les anciens Égyptiens et leur calendrier impressionnant. Ils utilisaient un système solaire et tenaient à l'aligner avec les crues du Nil. Une façon de rester en phase avec les rythmes de la nature. Enfin, le calendrier aztèque est une œuvre d'art en soi. Il s'agit d'un mélange fascinant de cycles solaires, lunaires et rituels. Sa sculpture de pierre complexe, la pierre du soleil, est comme un chef-d'œuvre cosmique qui capture l'essence du temps. Ces calendriers anciens ne se contentèrent pas de marquer les jours et les mois. Ils étaient chargés d'une signification culturelle, de rituels religieux et d'événements historiques. Ils sont comme de petites capsules temporelles qui nous relient à nos ancêtres et contribuent à préserver leur sagesse et leur tradition. Mais le plus intéressant, c'est que certains de ces calendriers sont encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, le calendrier chinois. Celui-ci existe depuis des siècles et guide les festivités et les traditions chinoises. En effet, au lieu de suivre le soleil comme dans nos calendriers habituels, le calendrier chinois s'intéresse de près au mouvement de la lune dans le ciel. Chaque mois commence par une nouvelle lune et a son propre rythme, et l'année compte 12 mois lunaires. Mais il y a un hic, les mois lunaires ne correspondent pas toujours parfaitement à notre année normale. Ainsi, de temps à autre, le calendrier chinois ajoute un mois supplémentaire pour rester en phase avec les saisons. C'est comme un bi-surprise. Faisons maintenant connaissance avec les animaux du zodiaque. Les véritables vedettes du spectacle. Chaque année du calendrier chinois est associée à un animal du zodiaque, et c'est un peu comme si l'on constituait un groupe d'animaux fabuleux. Les animaux du zodiaque sont au nombre de 12, comme une équipe sauvage fantastique. Il y a le rat intelligent, le tigre courageux, le dragon gracieux, et bien d'autres encore. Si tu es né une certaine année, on dit que tu as les traits de cet animal du zodiaque. Imagine alors qu'un singe ou un tigre soit la mascotte de ton emploi du temps. Mais comment le calendrier décide-t-il de l'animal qui sera mis en vedette chaque année? La légende raconte qu'il y a eu une grande course entre les animaux. L'astucieux rat s'est accroché au dos du buffle et a remporté la course en sautant sur la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le rat donne le coup d'envoi du cycle du zodiaque. Reprenons donc ce cycle.
Connais-tu le signe de l'animal de ton année de naissance? Il te suffit de chercher sur Google et de jeter un coup d'œil aux animaux. Vois si tu as l'un ou l'autre de ces traits de caractère. Une fois que l'intelligent rat a eu son moment de gloire, c'est au tour du puissant buffle d'entrer en scène. Le buffle est connu pour son travail acharné et sa détermination, comme l'ami fiable et volontaire qui assure toujours tes arrières. Après le buffle, c'est l'intrépide tigre qui entre en scène. Avec ses rayures majestueuses et son regard féroce, le tigre apporte une touche d'excitation et d'aventure. C'est un ami félin audacieux prêt à explorer le monde avec toi. Après le rugissement du tigre, le lapin rusé fait son apparition. Imagine un adorable lapin pelucheux, toujours prêt à apporter douceur et harmonie. Le lapin ajoute une touche de douceur et de créativité au défilé du zodiaque, comme une douce brise un jour de printemps. Vient ensuite le dragon, audacieux et fougueux. Cette créature légendaire occupe la scène avec sa présence majestueuse et ses pouvoirs mythiques. C'est comme un ami mystique qui remplit l'air de magie et d'émerveillement. Après le dragon, le serpent, sage et intuitif, se glisse dans la pièce. Cet ami serpentin apporte sagesse et perspicacité, comme un guide qui navigue dans les méandres de la vie. Il est toujours bon d'avoir un confident sournois et intelligent à ses côtés. Le suivant est le cheval, vif et enjoué. Imagine le vent dans tes cheveux alors que tu montes à cheval dans un champ dégagé. Une personne de type cheval peut avoir un esprit aventureux et être toujours prête pour un voyage palpitant. Ensuite, il y a la chèvre, gracieuse et élégante. Avec sa nature douce et son esprit nourricier, la chèvre apporte la paix et l'harmonie au zodiaque. C'est une amie bienveillante sur laquelle on peut s'appuyer en cas de besoin. Après la chèvre, le singe espiègle entre en action. Ce farceur vif et intelligent ajoute une dose d'amusement et de rire à la fête. C'est un compagnon enjoué qui peut transformer tout moment ennuyeux en une folle aventure. Après le singe, le coq, fier et sûr de lui, se pavane. C'est un oiseau magnifique. Le coq apporte confiance et assurance à l'équipage du zodiaque, comme un leader naturel. Ensuite, c'est au tour du chien, loyal et diligent, de remuer la queue. Cet ami fidèle apporte loyauté, honnêteté et beaucoup d'amour à la famille du zodiaque. Les chiens sont connus pour être des compagnons de confiance qui restent toujours à tes côtés. Enfin, nous avons le cochon, sage et doux, avec son museau mignon et ses petits couinements satisfaits. Le cochon incarne la générosité, la gentillesse et l'abondance. C'est un compagnon qui sait apprécier les bonnes choses de la vie et qui apporte de la joie partout où il va. Et voilà, le défilé des animaux du zodiaque dans toute sa splendeur. Le calendrier chinois a également une particularité, le yin et le yang. Il associe chaque animal du zodiaque à l'un des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Cela donne encore plus de personnalité à l'ensemble. C'est comme si l'on ajoutait une épice à ton cocktail d'animaux du zodiaque. Le calendrier chinois continue de guider les festivités telles que le vibrant Nouvel An chinois. Il aide également les gens à déterminer les périodes les plus propices aux événements importants de la vie. Tu dois organiser un mariage? Consulte le calendrier. Tu veux créer une entreprise? Oui, le calendrier est là pour t'aider. C'est un peu comme si une diseuse de bonne aventure te guidait dans les méandres de la vie. La prochaine fois que tu verras le calendrier chinois, n'oublie pas qu'il s'agit d'une célébration de la magie lunaire, des merveilles animales et des traditions culturelles. Nous allons maintenant nous plonger dans le calendrier hindou. Ce calendrier est axé sur les cycles et les rythmes cosmiques. Au lieu de suivre les mois réguliers, le calendrier hindou s'aligne sur les mouvements du soleil et de la lune. C'est comme une fête ininterrompue avec le cosmos. Le calendrier hindou est toujours d'actualité. Il regorge de fêtes et de célébrations hautes en couleurs. De Diwali, la fête des lumières, à Holi, la fête des couleurs. Il s'agit d'un feu d'artifice extravagant doublé d'un combat de paintball vibrant. Le calendrier hindou est également utilisé pour les observances religieuses et les périodes propices. Il permet de déterminer le meilleur moment pour les mariages, les pendaisons de crémaillère et d'autres événements importants de la vie. Le calendrier hindou ne se limite pas aux 365 jours habituels. Il tient compte des mois lunaires, des mois solaires et même des années bissextiles. Ainsi, la prochaine fois que tu jetteras un coup d'œil sur un calendrier, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de dates et de chiffres. C'est un outil remarquable qui nous relie à notre passé et nous guide vers l'avenir. Les calendriers anciens nous rappellent notre histoire humaine commune et la beauté des différentes cultures. Embrassons donc cette étonnante diversité.